Mon père exige ma maison à 5 chambres pour mon frère, mais je lui ai dit qu'il ne devrait pas trop s'inquiéter pour son enfant chéri parce que ce n'est même pas le sien. Le moment où mon père Thaddée est entré dans la maison que j'avais passé près de 4000 heures à construire de mes propres mains, je m'attendais au silence, peut-être même à l'admiration. Au lieu de cela, il a jeté un coup d'œil à chaque armoire que j'avais fabriquée, à chaque planche de chêne que j'avais posée, à chaque cicatrice sur la brique originale que j'avais restaurée. Puis m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Cet endroit est complètement gâché sur un célibataire comme toi, Évandre. Donne les clés à Kevin. » J'ai eu l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et arraché des années de sacrifice en une seule phrase. On ne me demandait pas seulement de donner une maison. On me disait que ma vie entière, mes rêves et ma valeur appartenaient à mon frère. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était plus une question de maison. C'était une vie entière à être traitée comme si je n'avais jamais compté. Et si vous vous demandez comment mon propre père pouvait dire quelque chose d'aussi cruel, croyez-moi, ce n'est que le début de ce cauchemar. Ton frère attend une vraie famille, et tu n'as pas besoin de tout cet espace juste pour toi. Ce fut un coup de couteau en plein cœur. Mais si vous pensez que cette exigence était le pire, vous n'avez aucune idée à quel point ce drame familial est tordu. Je pensais que c'était le summum de leurs droits toxiques. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que ma famille gardait un secret sale et pourri d'il y a 37 ans. Un secret qui allait réduire leur monde entier en cendres. Avant d'entrer dans cette histoire folle, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si les drames familiaux toxiques attirent votre attention. En grandissant dans notre maison, la météo émotionnelle était toujours dictée par une règle centrale, Kevin était le fils, et le reste d'entre nous avait juste la chance de graviter autour de lui. Je suis Évandre, j'ai 35 ans et je possède une entreprise d'ébénisterie et de menuiserie haut de gamme dans le nord-ouest français. Je travaille de mes mains. Je construis des choses à partir de zéro. Je suis un homme pratique, surtout parce que je devais l'être. Mon frère aîné Kevin a 37 ans et il est un autoproclamé coach de vie et gourou des startups. Si cela ressemble à un code pour un arnaqueur au chômage qui vit au crochet de nos parents, félicitations. Vous avez tout compris. Mon père Thaddée s'est donné pour mission de faire en sorte que Kevin n'ait jamais à subir les conséquences de ses actes. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était une obsession. Tout ce que Kevin faisait était brillant. Même quand ça échouait lamentablement. Tout ce que je faisais était une perte de temps, même quand ça payait les factures. Kevin était autorisé à être bruyant, exigeant et constamment à avoir besoin d'un sauvetage. On attendait de moi que je sois invisible, silencieux et complètement autonome. Je me souviens du moment exact où la division est devenue permanente dans mon esprit. J'avais 14 ans. J'avais économisé de l'argent en tondant des pelouses tout l'été pour acheter une moto tout-terrain d'occasion. Je gardais l'argent dans une boîte à chaussures sous mon lit. Un après-midi, je suis rentré de l'école et j'ai trouvé la boîte vide. Quand j'ai paniqué et couru vers mes parents, mon père a à peine levé les yeux de son journal. Il m'a dit que Kevin avait besoin de l'argent pour réparer sa voiture afin de pouvoir se rendre à un entretien universitaire. Mon père a dit, la famille s'entraide. Évandre, tu es trop jeune pour avoir besoin de tant d'argent de toute façon. Kevin n'est jamais allé à cet entretien. Il a utilisé mon argent pour partir en week-end avec ses amis. Quand j'en ai pleuré, ma mère, Léonore, m'a pris à part, m'a glissé un billet de 20 € dans la main et a murmuré, tu sais comment est ton père. Laisse tomber, chérie. Tu es le plus fort. C'était mon rôle à signer. Le plus fort, le souffre-douleur, la banque, le fils invisible qui n'était utile que lorsque l'enfant chéri avait besoin de quelque chose pour marcher dessus. Au fil des ans, j'ai appris à étouffer mes émotions. Je suis devenu un bourreau de travail. Je me suis enterré dans les copeaux de bois, les plans et le bruit assourdissant de la scie circulaire. C'était le seul endroit où la voix de mon père ne pouvait pas m'atteindre. J'ai arrêté de demander de l'aide. J'ai arrêté d'attendre de l'amour. J'ai construit une forteresse autour de mon cœur. Et finalement, j'ai construit une forteresse littérale pour moi-même. Mais une forteresse n'est forte que par ses portes. Et j'étais sur le point d'inviter l'ennemi directement dans ma salle à manger. Pour vraiment comprendre l'audace absolue de ce que ma famille a essayé de faire, vous devez comprendre les chiffres derrière nos vies. L'écart financier entre la façon dont mon père traitait Kevin et la façon dont il me traitait est une blessure béante que j'ai méticuleusement suivie dans ma tête pendant plus d'une décennie. Quand j'avais 18 ans,
j'ai eu une rare opportunité de faire un apprentissage chez un maître charpentier. J'avais besoin de 500 € pour acheter mon propre ensemble d'outils professionnels. C'était un investissement dans mon avenir. J'ai rédigé un plan de paiement littéral, suis entré dans le bureau à domicile de mon père et lui ai demandé un prêt. J'ai promis de le rembourser avec intérêt en 6 mois. Mon père a ri, un rire dur et aboyant que je peux encore entendre aujourd'hui. Il m'a dit qu'il ne gaspillait pas d'argent pour un passe-temps. Il a dit que je devais trouver un vrai travail, peut-être aller à l'université communautaire pour les affaires et arrêter de jouer avec le bois. Je suis sorti, j'ai trouvé un travail de nuit à récurer les sols d'une boulangerie commerciale et j'ai acheté ces outils moi-même. Il m'a fallu 4 mois de mains ensanglantées et de manque de sommeil, mais je l'ai fait. Pendant ce temps, Kevin était occupé à échouer. Dans la vingtaine, Kevin a décidé qu'il était un entrepreneur. Sa première entreprise était une application de promenade de chiens haut de gamme. Elle a échoué en 8 mois. Mon père a couvert ses pertes. Ensuite, ce fut une ligne de boissons énergisantes biologiques de luxe qui avait le goût d'acide de batterie. Mon père a financé toute la production initiale. Puis vint le désastre ultime, un cabinet de conseil haut de gamme où Kevin agissait comme coach de vie pour jeunes professionnels. Il a loué un bureau de luxe en plein centre-ville qu'il ne pouvait pas se permettre. Quand les avis d'expulsion se sont accumulés, mon père l'a de nouveau tiré d'affaire. Je connais le nombre exact parce que j'ai vu le relevé bancaire que mon père a accidentellement laissé sur le comptoir de la cuisine un dimanche, 150 000 €. C'est ce que mon père a puisé dans ses propres économies pour couvrir les dettes de Kevin au fil des ans. 150 000 € remis à un homme qui refusait de se lever avant midi. Et on m'a refusé un prêt de 500 € pour des outils. Je n'ai plus jamais demandé un centime. Je travaillais 80 heures par semaine. Je vivais dans un studio minable au-dessus d'une salle de quilles où le sol tremblait chaque fois que quelqu'un faisait un strike. Je mangeais du riz et des haricots. J'ai reversé chaque euro de profit dans mon entreprise. J'ai acheté de meilleures machines. J'ai embauché une équipe. J'ai fait équipe avec un gars nommé Ronan, un brillant directeur des opérations qui est devenu ce qui se rapprochait le plus d'un vrai frère que j'ai jamais eu. Ensemble, nous avons fait passer mon entreprise d'une camionnette rouillée à une entreprise d'ébénisterie sur mesure de premier ordre. J'avais 7 chiffres sur mon compte bancaire professionnel, 0 dette et une réputation qui attirait des clients fortunés à ma porte. Et puis j'ai acheté la maison. C'était une immense propriété coloniale délabrée, assise sur un demi-hectare dans un beau quartier historique. C'était pratiquement une démolition, mais les fondations étaient solides. Je l'ai achetée pour une bouchée de pain, sachant exactement ce qu'elle pouvait devenir. Pendant 2 ans, chaque soir et chaque week-end, j'étais là. J'ai arraché le plâtre, refait l'électricité, la plomberie et reconstruit. J'ai conçu une cuisine de chef avec des armoires en bois de cerisier massif. J'ai installé une véranda sur tout le pourtour. J'ai créé une suite parentale avec un dressing de la taille de mon ancien appartement. C'était un chef-d'œuvre de 5 chambres. J'ai quantifié mon succès non par l'argent dans ma banque, mais par la superficie de paix pure et inaltérée que j'avais bâtie pour moi-même. Quand ce fut enfin fini, une partie stupide et naïve de moi a pensé que ce serait la chose qui me ferait enfin gagner le respect de mon père. Je pensais que s'il voyait cette manifestation physique de mon succès, il me verrait enfin. Alors, j'ai pris le téléphone et je les ai tous invités pour un dîner de pendaison de crémaillère. Je n'avais aucune idée que je préparais le terrain pour mon propre vol. Le soir du dîner, j'étais un paquet de nerfs. J'avais fait nettoyer la maison professionnellement, même s'il n'y avait pas une once de poussière. J'ai commandé une côte de bœuf chez le meilleur boucher de la ville. La table de la salle à manger, que j'avais sculptée moi-même dans une seule dalle massive de noyer noir, était parfaitement dressée. La sonnette a sonné précisément à 18 h. J'ai ouvert la porte, et ils étaient là, mon père, arborant son expression habituelle de légère déception, ma mère planant nerveusement derrière lui, Kevin portant un costume de créateur que je savais que mon père avait payé, et sa femme Léa. Léa était une sacrée affaire. Elle était aussi exigeante que Kevin, se plaignant constamment de la difficulté de leur vie dans leur appartement de luxe à 2 chambres. « Bienvenue, dis-je, reculant pour les laisser entrer dans le grand foyer. Ma mère a halté, réellement impressionnée. « Oh, et vendre, c'est absolument magnifique. Regarde ces sols. » Mon père a grogné, ça doit coûter une fortune de chauffer une caverne comme ça. Kevin est entré,
ses yeux balayant la pièce comme un évaluateur immobilier à la recherche de défauts. C'est pas mal, a-t-il dit avec désinvolture, passant sa main sur la garniture en acajou que j'avais passé des semaines à poncer. Un peu traditionnel pour mon goût, mais pas mal pour un studio de célibataire. J'ai ravalé mon irritation et je leur ai fait faire le tour. Je leur ai montré la cuisine sur mesure, la véranda et le vaste salon. À chaque pièce où nous entrions, Léa et Kevin échangeaient de discrets murmures. J'ai vu Léa mesurer des espaces du regard. À l'époque, je pensais qu'ils étaient juste jaloux. Nous nous sommes finalement assis à la table en noyer pour le dîner. J'ai servi la nourriture, versant du vin cher. Pendant un bref et fugace instant, cela a semblé presque normal. Nous avons parlé du temps, de mon entreprise et de la dernière vague entreprise de Kevin. Puis, Léa a tapé son verre de vin avec sa fourchette. Le bruit sec a traversé la pièce. Elle s'est levée, lissant ses mains sur son ventre avec un sourire massif et dramatique. Kevin et moi avons une nouvelle incroyable, a-t-elle annoncé. Nous attendons un bébé. Ma mère a éclaté en sanglots de joie. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a raclé bruyamment le parquet. Il s'est précipité pour embrasser Kevin, lui tapant dans le dos comme s'il venait de guérir une maladie majeure. C'est mon garçon, a hurlé mon père. Un petit-fils. L'héritage familial continue. J'ai offert mes félicitations. J'étais vraiment heureux pour eux, même si le faste était un peu excessif. J'ai sorti une bouteille de champagne que j'avais gardée, versant des verres pour tout le monde sauf Léa. Nous avons trinqué au nouveau bébé. Alors que tout le monde se rassoyait, l'atmosphère a changé. L'énergie festive s'est évaporée, remplacée par une tension lourde et calculée. Mon père s'est raclé la gorge bruyamment. Il a joint ses mains sur la table et m'a regardé directement. Ses yeux étaient complètement dépourvus de la chaleur qu'il venait de montrer à Kevin. Cela soulève une question très importante. Évandre, mon père a commencé, utilisant sa voix d'affaires autoritaire. Kevin et Léa sont actuellement coincés dans un appartement de 2 chambres. C'est complètement insuffisant pour élever un enfant. Les bébés ont besoin d'espace. Ils ont besoin d'une cour. Ils ont besoin d'une vraie maison familiale. J'ai hoché la tête lentement, prenant une gorgée d'eau. Je suis d'accord. Le marché est un peu difficile en ce moment, mais si Kevin a besoin d'aide pour regarder les annonces, je connais de bons agents immobiliers. Je peux même l'aider à inspecter les propriétés pour m'assurer que les fondations sont solides. Mon père a agité sa main avec dédain en l'air. Nous ne parlons pas d'annonces. Évandre, sois pratique. Tu as une maison de 5 chambres juste ici. Un demi-hectare de terrain. Excellent quartier scolaire. Je l'ai regardé, mon cerveau luttant pour traiter les mots qui sortaient de sa bouche. D'accord, ai-je dit, attendant le coup de grâce. Il n'y a pas de coup de grâce. Mon père s'est penché en avant. Cet endroit est complètement gâché sur un célibataire comme toi, Évandre. Tu n'as pas besoin de 5 chambres. Tu n'as pas de famille. Kevin, oui. J'attends de toi que tu remettes les clés à Kevin. Tu peux emménager dans leur appartement et ils prendront cette maison. C'est la seule solution logique pour la famille. La salle à manger est devenue silencieuse. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir. J'ai regardé ma mère. Elle fixait intensément son assiette, refusant d'établir un contact visuel. J'ai regardé Kevin et Léa. Ils avaient tous deux de petits sourires d'attente sur leur visage, comme si mon père m'avait juste demandé de passer le sel. C'était le moment. C'était la seconde exacte où le dernier film reliant à cette famille a claqué. Je suis resté là, figé, regardant la table en noyer que j'avais construite. J'ai vraiment cru que je faisais un AVC. L'audace pure et inaltérée de ce qu'il venait de dire m'a frappé comme un coup physique à la tête. « Êtes-vous fou ?» ai-je demandé. Ma voix était basse, à peine un murmure, mais elle portait parfaitement dans la pièce silencieuse. Mon père a claqué sa main sur la table, faisant sauter l'argenterie. « Excuse-moi, est-ce ainsi que tu parles à ton père ? Je demande si vous avez perdu le sens des réalités, ai-je rétorqué, la colère jaillissant enfin de ma poitrine. Vous êtes assis dans la maison que j'ai achetée. La maison pour laquelle j'ai saigné. La maison que j'ai passé 2 ans entiers à reconstruire depuis les fondations. Et vous me dites de juste la donner à mon frère ?
Il ne s'agit pas juste de la donner, a ajouté Kevin, se penchant en arrière sur sa chaise avec une expression suffisante. Nous prendrions en charge tes factures de service public et nous pourrions te laisser rester dans notre appartement. Tu paierais juste notre loyer là-bas. C'est un échange équitable. Tu travailles tout le temps de toute façon. Tu n'utilises même jamais cette maison. Un échange équitable? J'ai ri. Un son amer et creux. Votre appartement coûte 3 000 € par mois et donne sur un mur de briques. Cette maison est entièrement payée et vaut plus d'1 million d'euros. Vous voulez voler mon capital pour pouvoir jouer à la famille parce que vous êtes trop paresseux pour subvenir aux besoins de votre propre enfant. Léa a haleté de façon dramatique, posant une main sur sa poitrine. Comment peux-tu être si égoïste, et vendre? Nous mettons un enfant au monde. Ta nièce ou ton neveu. Voudrais-tu vraiment qu'il grandisse dans une boîte exiguë alors que tu as toutes ces pièces vides et inutiles? Ce ne sont pas des pièces inutiles. Ce sont mes pièces, ai-je riposté. Je les ai gagnées. Où était cette loyauté familiale quand j'avais besoin de 500 balles pour des outils? Où était cette générosité quand je mangeais du riz dans une boîte de conserve? Ne remue pas le passé, a rugi mon père, son visage devenant d'un rouge colérique. Il s'agit de l'avenir de cette famille. Tu n'es qu'un simple charpentier. Pourquoi as-tu besoin d'une suite parentale? Tu n'as pas de femme. Tu n'as pas d'enfant. Tu es avare. Kevin en a besoin. Alors Kevin peut acheter sa propre maison. Je me suis levé, attrapant ma serviette et la jetant sur mon assiette. Je ne suis pas une œuvre de charité. Je ne suis pas un plan de secours. Et je ne vais certainement pas céder la plus grande réussite de ma vie pour que vous puissiez continuer à gâter votre enfant chéri. Mon père s'est levé aussi, pointant un doigt tremblant vers mon visage. Si tu ne fais pas ça, et vendre, tu es mort pour moi. Tu choisis un tas de briques plutôt que ta propre chair et ton sang. Tu seras coupé de cette famille pour toujours. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'avait ignoré pendant 35 ans, qui avait financé le style de vie ridicule de mon frère tout en me laissant lutter dans la misère. J'ai ressenti un étrange calme froid m'envahir. La famille, ai-je dit doucement. Vous n'avez jamais été ma famille. Vous avez été le sponsor de Kevin et j'ai été le fantôme vivant dans votre maison. La réponse est non. Maintenant, sortez. Sortez tous de ma maison. L'explosion fut immédiate. Léa a commencé à faire semblant de pleurer bruyamment. Kevin a commencé à crier que j'étais un sociopathe. Mon père a attrapé son manteau, jurant à voix basse. Ma mère a finalement levé les yeux, des larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, et vendre, ne fais pas ça, a-t-elle gémi. Écoute juste ton père. Ne déchire pas la famille. Vous l'avez déchiré il y a longtemps, ai-je dit, marchant vers la porte d'entrée et l'ouvrant grand. Je viens juste de le réaliser. Au revoir. Ils sont sortis dans la nuit. Mon père s'est arrêté sur le porche, s'est retourné et m'a lancé un regard noir. Ce n'est pas fini, et vendre. Tu le regretteras. J'ai claqué la lourde porte en chaîne sur son visage et j'ai verrouillé le pêne dormant. Je suis resté dans le grand foyer de ma maison vide et silencieuse, le cœur battant contre mes côtes. J'avais enfin tracé une ligne, mais j'avais gravement sous-estimé jusqu'où ils étaient prêts à aller pour la franchir. Si vous regardez ceci et que votre sang bout devant la pure arrogance de ma famille, laissez un chiffre 1 dans les commentaires tout de suite. Parce que croyez-moi, la guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin, l'assaut a commencé. Ce fut un siège coordonné et implacable, conçu pour briser mon esprit et me forcer à me soumettre. Il ne voulait plus seulement la maison. Il voulait me punir d'avoir dit non. Mon téléphone a commencé à sonner dès 6 heures du matin. C'était un flot incessant de SMS d'oncles, de tantes et de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Mon père avait clairement tissé une énorme toile de mensonges, me peignant comme un monstre avare et sans cœur qui essayait de rendre ma belle-sœur enceinte sans abri. Ma tante a envoyé un énorme bloc de texte, je ne peux pas croire à quel point l'argent t'a corrompu, et vendre. Ton père pleure. Kevin est malade de stress. Tu dois prier pour le pardon et leur donner cette maison. Ma mère m'a appelé en sanglotant, laissant des messages vocaux angoissants. S'il te plaît, et vendre, donne-leur juste la maison. Nous trouverons une solution pour toi. La tension artérielle de ton père est dangereusement élevée. Tu le tues avec ce stress.
J'ai bloqué tous les numéros. J'ai refusé de m'engager. Je pensais que si j'ignorais le bruit, il finirait par abandonner et réaliserait que je ne reculerais pas. Mais mon père est allé plus loin. Il a décidé d'attaquer la seule chose que j'appréciais autant que ma maison, mon entreprise. J'étais dans mon bureau à l'atelier, examinant des plans, quand mon partenaire commercial, Ronan, est entré. Il avait l'air stressé. Ronan est un géant, bâti comme un secondeur, mais il a le comportement le plus calme de toutes les personnes que je connais. Pour qu'il ait l'air ébranlé, c'est que quelque chose n'allait vraiment pas. « Et vendre, nous avons un problème », a dit Ronan, fermant la porte du bureau derrière lui. « Je viens de raccrocher avec la scierie du bois. Ils ont suspendu notre ligne de crédit. Ils exigent un paiement anticipé pour l'expédition de chaînes que nous avons commandée pour le projet Henderson. » J'ai froncé les sourcils, lâchant mon crayon. « Quoi ? Pourquoi ? Nous faisons affaire avec Dubois depuis 6 ans. Nous payons nos factures en avance tous les mois. » Ronan a soupiré, passant une main sur son visage. J'ai fait pression sur le vieux Dubois. Il esquivait la question, mais finalement il a craqué. Il a dit, « Ton père l'a appelé ce matin. » Mon estomac est tombé au sol. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à Dubois que tu faisais une dépression nerveuse massive, a dit Ronan doucement. Il a dit que tu étais noyé dans des dettes de jeu secrètes, que tu étais sur le point de déposer le bilan, et que Dubois devrait se protéger avant que notre entreprise ne coule. J'ai vu rouge, un rouge pur et aveuglant. Mon père utilisait ses anciennes relations dans la communauté des affaires locales pour détruire ma réputation. Il essayait de couper mes chaînes d'approvisionnement, de ruiner mon crédit et d'étouffer mon entreprise juste pour me forcer à genoux. Il était prêt à réduire ma subsistance en cendres pour obtenir une maison gratuite pour son enfant chéri. J'ai attrapé mes clés de voiture sur le bureau. Je vais chez lui tout de suite. Je vais le déchirer. Ronan s'est mis devant la porte, posant une main massive sur ma poitrine. Arrête. Réfléchis, et vendre. Si tu vas là-bas en criant, tu joues parfaitement dans son récit. Tu prouves à tout le monde que tu es instable. C'est exactement ce qu'il veut. J'ai repoussé sa main, respirant difficilement. Alors qu'est-ce que je fais ? Le laisser détruire tout ce que nous avons construit. Non, a dit Ronan, sa voix mortellement calme. Tu t'assois. Je m'occupe des fournisseurs. J'appellerai Dubois, je lui montrerai nos états financiers et je mettrai les choses au clair. Toi, tu te concentres sur le fait de garder la tête froide. Ils essaient de te faire craquer. Ne leur donne pas cette satisfaction. Ronan avait raison. Je me suis rassis, mes mains tremblant d'une rage que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Ils ne me demandaient plus seulement une faveur. Ils essayaient activement de me ruiner. Ils voulaient ma maison et ils voulaient que ma vie soit détruite. Mais ils avaient gravement mal calculé. Ils pensaient qu'ils avaient affaire aux garçons de 14 ans tranquilles et battus dont ils pouvaient facilement voler l'argent. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient réveillé une bête complètement différente. La campagne de dénigrement et les attaques contre mon entreprise étaient exaspérantes, mais elles étaient externes. Je pouvais les combattre avec de la logique et des relevés bancaires. La véritable violation a eu lieu 3 jours plus tard, et cela m'a poussé au-delà du point de non-retour. J'ai quitté l'atelier tôt ce jeudi. Ma tête me faisait mal à cause des retombées des mensonges de mon père. Je me suis garé dans mon allée, impatient de retrouver le silence absolu de ma maison. Mais en me garant, j'ai remarqué un SUV argenté garé devant mon garage. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai trouvé déverrouillée. Mon sang s'est glacé. J'ai poussé la porte, prêt à affronter un cambrioleur. Au lieu de cela, j'ai entendu des voix venant du 2e étage. Des voix familières et agaçantes. Je me suis précipité dans les escaliers en bois dur, mes bottes martelant bruyamment. J'ai atteint le palier et j'ai vu la porte de ma chambre d'amis grande ouverte. À l'intérieur se trouvaient Kevin, Léa et une femme tenant un presse-papier et un télémètre laser. Alors, si nous abattons ce mur de placard, disait Léa gaiement, agitant sa main, nous pouvons agrandir la chambre de bébé. Nous peindrons les murs d'un vert sauge doux, et nous devons arracher ce parquet foncé. C'est beaucoup trop sombre pour un bébé. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, une fureur absolue vibrant à travers chaque muscle de mon corps. « Qu'est-ce que vous faites dans ma maison » ai-je hurlé. La femme avec le presse-papier a sursauté,
laissant tomber son mètre-ruban. Kevin s'est retourné, sans avoir l'air coupable le moins du monde. En fait, il avait l'air agacé que je l'ai interrompu. « Calme-toi, Évandre », a soupiré Kevin, levant les yeux au ciel. « Maman nous a donné la clé de rechange que tu lui avais donnée pour les urgences. Nous avons fait venir une architecte d'intérieur pour prendre des mesures préliminaires. Nous voulons prendre de l'avance sur les rénovations avant d'emménager le mois prochain. » Je l'ai regardé. La déconnexion psychotique totale de la réalité était stupéfiante. « Emménager ?» ai-je demandé, ma voix tombant à un registre dangereux et mortel. « Vous n'emménagez pas. Je vous ai dit de sortir de ma maison. » « Oh, arrête de faire une crise » a claqué Léa, croisant les bras sur sa poitrine. « Ton père a dit que tu avais juste un coup de folie, mais que tu finirais par reprendre tes esprits. Nous sommes la famille. Tu dois faire ça maintenant. S'il te plaît, écarte-toi. Nous payons l'architecte à l'heure. » J'ai regardé l'architecte. Elle avait l'air horrifiée. Réalisant soudain qu'elle était tombée dans une zone de guerre. « Je vous suggère de partir tout de suite », lui ai-je dit doucement. « Vous êtes en train de violer ma propriété. » Elle n'a pas eu besoin de se le faire dire 2 fois. Elle a attrapé son sac et est pratiquement sortie de la pièce en courant. Kevin s'est avancé vers moi, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. « Tu es un vrai crétin, Évandre. C'est vrai. Tu ne mérites pas de belles choses si tu n'es pas prêt à les partager. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai composé le 17. « Oui », ai-je dit, regardant Kevin droit dans les yeux. « J'ai 2 intrus chez moi qui refusent de partir. J'ai besoin d'officier ici immédiatement pour déposer plainte pour violation de domicile. » L'expression suffisante de Kevin a finalement craqué. « Tu n'oserais pas » a-t-il sifflé. J'ai tenu le téléphone à mon oreille. Le standard est en train de répondre. « Restez-vous » Léa a attrapé le bras de Kevin, le visage pâle. « Allons-y, Kevin. Il est fou. Allons-y. » Ils m'ont dépassé, grommelant des insultes tout le long des escaliers. Dès que leur voiture a quitté l'allée, j'ai appelé le serrurier. En moins d'1 heure, toutes les serrures de toutes les portes avaient été changées. Je tremblais d'adrénaline. L'invasion de mon sanctuaire privé fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon salon dans l'obscurité, fixant le mur, buvant un verre de whisky. J'étais épuisé. Je me préparais à une bataille juridique et émotionnelle à vie contre ma propre chair. Puis, à exactement 1 heure du matin, mon téléphone s'est illuminé sur la table basse. C'était Lyra, ma cousine du côté de ma mère. Lyra avait toujours été le mouton noir, surtout parce qu'elle refusait de se plier aux règles de mon père. Elle avait déménagé sur la côte et des années auparavant pour échapper à la toxicité. Je ne lui avais pas parlé depuis 1 an. J'ai décroché le téléphone. « Allô, Évandre » a dit Lyra, sa voix crépitant sur la ligne. J'ai entendu ce qui se passe. Le groupe de discussion de toute la famille élargie est en folie. Ton père dit à tout le monde que tu as perdu la tête. Je me suis frotté les yeux. Laisse-moi deviner. Tu appelles pour me dire de donner aussi la maison à Kevin? Pas du tout. Lyra a ri sèchement. J'appelle pour te donner les munitions pour les faire exploser tous. Je me suis redressé, le brouillard de l'épuisement se dissipant instantanément. De quoi parles-tu? Écoute-moi très attentivement, a dit Lyra, son ton tombant à un murmure sérieux. Tu sais comment tout le monde a toujours marché sur des œufs à propos du fait que Kevin ne ressemble absolument à personne de notre famille. Ton père a les cheveux blonds et les yeux bleus. Tu as les cheveux blonds et les yeux bleus. Kevin a les cheveux noirs bouclés et les yeux bruns. Oui, ai-je dit lentement. Maman a toujours dit qu'il tenait de son arrière-grand-père ou quelque chose comme ça. C'est des conneries, a dit Lyra. Quand ta mère et ton père se sont mariés pour la première fois, les choses allaient mal. Ils se sont séparés pendant quelques mois. Pendant ce temps, ta mère a renoué avec son petit ami de l'université, un gars nommé Damien, un gars aux cheveux foncés bouclés et aux yeux bruns. Ma mère m'en a parlé il y a des années quand elle était ivre, mais elle m'a fait jurer de garder le secret. Kevin a été conçu pendant cette séparation. Le silence dans mon salon était assourdissant. Mon cerveau s'est affolé pour relier les points. La surcompensation,
le besoin désespéré et maniaque de mon père de prouver que Kevin était son enfant chéri. C'était tout un camouflage. Est-ce que tu dis, ai-je commencé, ma voix se brisant. Je dis, a répondu Lyra froidement, que l'enfant chéri pour lequel ton père est prêt à te détruire n'est probablement même pas son enfant. Le monde a basculé sur son axe. L'arme venait d'être placée dans ma main. Je suis resté figé dans mon fauteuil pendant des heures après que Lyra ait raccroché. La maison était complètement silencieuse, mais mon esprit était assourdissant. L'information qu'elle venait de laisser tomber avec désinvolture sur mes genoux était comme une pièce de puzzle que j'avais passé ma vie entière à chercher sans même réaliser qu'elle manquait. Kevin n'était pas le fils de mon père. Plus j'y pensais, plus chaque dynamique bizarre et toxique de l'histoire de notre famille prenait soudain une netteté incroyable. Cela expliquait les différences physiques que tout le monde ignorait poliment. Je ressemblais à mon père. Nous avions les mêmes cheveux blonds lisses, les mêmes yeux bleus pâles, la même mâchoire carrée. Kevin avait l'air d'appartenir à une lignée génétique complètement différente. Il avait des cheveux épais, noirs et bouclés et des yeux marron foncé. En grandissant, ma mère détournait toujours les questions en disant que Kevin avait hérité des traits d'un lointain arrière-grand-père de son côté de la famille. Nous l'acceptions tous parce que remettre en question l'ascendance de ma mère n'était pas quelque chose que nous faisions. Mais au-delà du physique, cela expliquait la façon étouffante et désespérée dont mon père traitait Kevin. Ce n'était jamais un favoritisme parental normal. C'était une surcompensation maniaque et frénétique. Mon père gâtait Kevin parce qu'il essayait d'acheter la loyauté du garçon. Il essayait de prouver au monde, et plus important encore à lui-même, que Kevin était son vrai fils. Chaque euro qu'il jetait aux entreprises ratées de Kevin. Chaque excuse qu'il faisait pour le comportement terrible de Kevin était une brique dans le mur du déni que mon père avait construit autour de son propre ego meurtri. Et j'étais le dommage collatéral. J'étais le fils biologique qui était ignoré parce que mon existence même était une menace pour le fantasme que mon père essayait de maintenir. Mon indépendance et mon succès ne faisaient que rendre mon père plus haineux parce que je n'avais pas besoin de son argent pour survivre. Alors que Kevin était entièrement dépendant de lui. La colère que je ressentais plus tôt cette nuit-là s'est transformée en une clarté froide et calculatrice. Je ne voulais plus seulement leur crier dessus. Crier ne ferait rien. Il ne ferait que déformer mes paroles et dire au reste de la famille que je faisais une dépression nerveuse. J'avais besoin de preuves scientifiques indéniables. J'avais besoin d'une arme si tranchante et si absolue qu'il ne pourrait jamais la contester. Le lendemain matin, je ne suis pas allé à l'atelier. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au centre-ville et suis entré dans le bureau d'un détective privé agréé. Le détective était un homme plus âgé nommé Duval, un ancien détective de police spécialisé dans les fraudes d'entreprise et les affaires d'infidélité. Je me suis assis dans son fauteuil en cuir, j'ai glissé une provision d'honoraires sur son bureau en espèces, et j'ai expliqué exactement ce dont j'avais besoin. Je lui ai demandé d'acquérir discrètement un échantillon d'ADN de mon frère Kevin sans alerter personne de ma famille. Je lui ai dit que Kevin fréquentait un café haut de gamme spécifique près de son appartement tous les matins à 10 heures, commandant toujours un latte glacé très spécifique et trop cher. Duval a hoché la tête, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Il m'a dit qu'il faudrait quelques jours pour établir une routine, attendre le moment parfait où Kevin jetterait sa tasse et récupérer l'objet sans rompre la chaîne de traçabilité. Il m'a également remis un kit de prélèvement buccal standard pour mon propre ADN. J'ai pris le kit dans mon camion, j'ai frotté l'intérieur de ma joue, je l'ai scellé dans l'enveloppe stérile et je le lui ai remis. Ces 3 semaines furent les jours les plus longs et les plus angoissants de toute ma vie. Je me suis jeté dans mon travail juste pour garder mes mains occupées et mon cerveau occupé. Ronan, mon associé, a remarqué le changement dans mon comportement. J'étais plus silencieux que d'habitude, hyper concentré, travaillant tard dans la nuit. Je n'ai pas parlé à Ronan du test ADN. Je ne voulais pas l'entraîner dans les recoins les plus sombres du dysfonctionnement de ma famille avant d'en être sûr. Pendant ce temps, le harcèlement de ma famille a continué, bien qu'il soit passé d'agressif à passivement agressif. Ma mère m'a envoyé de longs courriels culpabilisants sur le fait que Léa était stressée à propos de la chambre d'enfant et que je mettais en danger la santé du bébé à naître. Kevin a eu l'audace de m'envoyer un lien vers un petit appartement d'une chambre délabrée dans un mauvais quartier avec la légende « Cet endroit serait parfait pour toi une fois que nous aurons pris la maison. » Pense-y. Je n'ai pas répondu. J'ai pris des captures d'écran de chaque message, les ai organisées dans un dossier numérique et j'ai attendu en silence absolu. Je construisais un dossier pièce par pièce, document par document.
Je n'étais plus seulement un charpentier. J'étais l'architecte de leur chute. Alors que la 3e semaine d'attente commençait à me rendre fou, Kevin a décidé de lancer une nouvelle attaque, très destructrice. Il a réalisé que les culpabilisations et les SMS ne me brisaient pas. Alors, il a visé directement ma subsistance, cette fois en utilisant le gouvernement local. C'était un mardi après-midi. J'étais à l'arrière de l'atelier, en train de faire passer une immense dalle de noyer dans la raboteuse industrielle, quand un véhicule municipal blanc s'est garé sur notre quai de chargement. Un homme portant un casque de sécurité et un gilet haute visibilité est sorti, tenant un épais presse-papier. Il a brandi un badge l'identifiant comme inspecteur municipal principal des bâtiments. Ronan et moi sommes sortis à sa rencontre malgré le bourdonnement des machines. L'inspecteur avait l'air sévère, balayant l'entrepôt d'un œil critique. Il nous a informé que la ville avait reçu une dénonciation anonyme signalant de multiples violations graves des règles de sécurité dans nos installations. Le rapport prétendait que nous utilisions un câblage électrique non agréé, stockions des produits chimiques inflammables de manière inappropriée et exploitions une entreprise sans les permis environnementaux appropriés. L'inspecteur m'a dit que si ces allégations étaient vraies, il avait l'autorité de fermer toute mon opération immédiatement et d'infliger des amendes qui pourraient atteindre des dizaines de milliers d'euros. Une sueur froide a perlé dans mon dos. Je savais exactement qui était le dénonciateur anonyme. Kevin essayait de me ruiner. Il pensait que si la ville fermait mon entreprise, je serais incapable de payer mes impôts fonciers, me forçant à vendre la maison ou à la céder à la famille pour obtenir une aide financière. C'était une stratégie terrifiante et vicieuse. Mais Kevin a fait une erreur de calcul majeure. Il a supposé que je gérais mon entreprise comme il gérait sa vie, de manière bâclée, insouciante et en coupant les coins ronds. Il n'avait aucune idée à quel point j'étais obsessionnel quant au respect des règles. J'ai souri poliment à l'inspecteur. Je lui ai dit qu'il était le bienvenu pour regarder ce qu'il voulait. Pendant les 3 heures suivantes, Ronan et moi l'avons guidé à travers chaque centimètre de l'installation. Je lui ai montré notre système de ventilation à la pointe de la technologie. Je lui ai montré les armoires métalliques ignifuges où nous stockions nos vernis. J'ai sorti nos épais classeurs de permis à jour, de certification de sécurité et de rapports d'inspection électrique. Nous gérions une opération impeccable, sans faille. Au moment où l'inspecteur a terminé sa visite, son expression sévère s'était transformée en un respect sincère. Il s'est excusé de nous avoir fait perdre notre temps, a marmonné quelque chose à propos de faux rapports malveillants gaspillant les ressources de la ville, et est parti sans émettre une seule contravention. Quand le camion municipal blanc a finalement démarré, je suis retourné dans mon bureau privé, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Je me suis effondré sur ma chaise de bureau, mes mains tremblantes à cause du contre-coup d'adrénaline. Kevin venait d'essayer de tuer mon entreprise. Les gants étaient complètement retirés. À ce moment précis, mon ordinateur a sonné. J'ai regardé l'écran. C'était une notification par email de Duval, le détective privé. La ligne d'objet disait simplement « Résultat de laboratoire joint ». Mon cœur a cogné contre mes côtes si fort que ça faisait physiquement mal. Ma bouche est devenue complètement sèche. J'ai cliqué sur l'email, j'ai téléchargé le document PDF crypté et j'ai tapé le mot de passe que Duval m'avait donné. Le document était plein de terminologie génétique complexe, de graphiques et de marqueurs de pourcentage. Mais le résumé en bas était écrit en un français simple et indéniable. Il indiquait que, sur la base de l'analyse comparative des 2 échantillons fournis, il y avait 0% de chance de lignée paternelle partagée. Nous partagions l'ADN maternel, confirmant que nous étions demi-frères. Mais l'homme qui nous avait élevés, l'homme qui avait traité Kevin comme un prince et moi comme un paysan, n'était que mon père. Kevin n'était pas son fils. Je suis resté dans le silence de mon bureau, fixant les mots jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Je pensais que je me sentirais triomphant. Je pensais que je ressentirais un sentiment de victoire écrasant. Mais ce que j'ai réellement ressenti, c'est une profonde tristesse écrasante. J'ai réalisé l'ironie tragique de toute ma vie. Mon père avait sacrifié son seul fils biologique sur l'autel de ses propres insécurités. Il m'avait puni pendant des décennies simplement parce que j'étais un rappel vivant de la trahison de sa femme. La tristesse a duré environ 10 minutes. Puis le souvenir de Kevin essayant de faire fermer mon entreprise ce matin-là est revenu en force. Le souvenir de mon père me disant que j'étais inutile, de Léa exigeant ma maison pour son bébé. La tristesse s'est évaporée, laissant derrière elle une détermination froide et dure.
J'ai pris mon téléphone et j'ai rédigé un SMS à un groupe de discussion contenant mon père, ma mère et Kevin. J'ai écrit, j'ai beaucoup réfléchi à la maison. Vous avez soulevé de bons arguments. Je suis prêt à m'asseoir et à discuter d'un plan de transition. Retrouvons-nous pour dîner demain soir au Grand Grill parisien. C'est moi qui régale, gérons ça en famille. Mon père a répondu moins de 5 minutes plus tard. Je suis content que tu aies enfin retrouvé tes esprits, Évandre. Nous te verrons à 19h. Le piège était tendu. Le Grand Grill parisien était le restaurant le plus cher et le plus prétentieux du quartier des affaires. C'était le genre d'endroit que mon père aimait, un lieu où des hommes en costume coûteux buvaient du whisky pur malt et faisaient semblant d'être plus importants qu'ils ne l'étaient réellement. J'ai appelé à l'avance et réservé leur salle à manger privée, un espace insonorisé lambrissé d'acajou, niché à l'arrière du restaurant. Je voulais de l'intimité, non pour moi, mais parce que ce que j'étais sur le point de déchaîner détruirait leur dignité publique. Et je voulais qu'ils en fassent l'expérience à chaque seconde, sans la distraction d'une salle à manger bondée. Je suis arrivé 30 minutes en avance. Je portais un costume gris anthracite ajusté, quelque chose que je ne portais habituellement que pour les réunions avec des clients haut de gamme. J'ai commandé un verre d'eau pétillante, me suis assis au bout de la longue table et j'ai attendu. La lourde enveloppe cartonnée contenant les résultats du laboratoire reposait dans ma mallette en cuir sur le sol, à côté de ma chaise. À exactement 19h, la lourde porte en chêne de la salle privée s'est ouverte. Ma famille est entrée, rayonnante d'arrogance. Mon père menait le groupe, la poitrine bombée, affichant un sourire satisfait qui faisait bouillir mon sang. Kevin est entré juste derrière lui, portant une montre de créateur que j'ai reconnue comme un cadeau de mes parents. Léa portait un grand tube de papier enroulé. Ma mère traînait derrière eux, l'air nerveuse mais soulagée, croyant probablement que la guerre familiale était enfin terminée. « Bonsoir, Évandre », a dit mon père, prenant le siège directement à ma droite. Je dois dire que la réservation de la salle privée est une bonne idée. Cela montre que tu prends enfin au sérieux cette transition familiale. Kevin s'est laissé tomber sur la chaise en face de mon père, se penchant en arrière et croisant les bras. Il était temps, a-t-il raillé. Léa a été stressée pendant des semaines. Tu as vraiment traîné ça plus longtemps que nécessaire. Évandre, tu lui dois des excuses. J'ai regardé Léa, qui était occupée à dérouler le rouleau de papier sur la nappe en lin coûteuse. Elle l'a aplati, révélant des plans d'architecte professionnel de ma maison. J'ai fait faire à mon architecte les derniers changements, a annoncé Léa gaiement, pointant les lignes bleues. Nous allons abattre le mur entre la cuisine et la salle à manger pour créer un espace ouvert. Nous avons aussi besoin que tu vides ton atelier dans le garage d'ici la fin du mois. Kevin veut utiliser cet espace pour son nouveau studio de podcast. J'ai fixé les plans. Il prévoyait déjà de démolir la maison que j'avais construite. Ils n'avaient même pas encore les clés et ils effaçaient déjà mon existence de la propriété. J'ai pris une lente gorgée de mon eau. J'ai posé le verre parfaitement sur le sous-verre. Vous voulez aussi mon atelier, ai-je demandé, ma voix complètement dénuée d'émotion. Eh bien, évidemment, a dit Kevin, agissant comme si j'avais posé une question stupide. J'ai besoin d'un espace créatif. Tu peux déménager tes outils dans un entrepôt bon marché. Ce n'est pas comme si tu les utilisais pour quelque chose d'important de toute façon, juste construire des armoires pour les gens. Le serveur est entré dans la pièce, puis a pris nos commandes. Mon père a commandé le filet de bœuf le plus cher du menu et une bouteille de vin rouge millésimé qui coûtait plus cher que ma première voiture. Kevin et Léa ont commandé des queues de homard. Ils célébraient. Ils festoyaient sur ce qu'ils pensaient être ma reddition. J'ai commandé une simple salade. Je savais que je ne resterais pas assez longtemps pour manger. Une fois que le serveur a fermé la porte et nous a laissés seuls à nouveau, mon père a joint ses mains sur la table. Alors, Évandre, a-t-il dit, adoptant son ton autoritaire. Parlons logistique. Tu transféreras l'acte de propriété de la maison au nom de Kevin la semaine prochaine. Pour être juste avec toi, Kevin te laissera reprendre son bail d'appartement. Tu couvriras tes propres frais de déménagement, bien sûr. J'ai regardé ma mère. Elle fixait ses mains sur ses genoux, complètement silencieuse, permettant le vol tout comme elle avait permis les abus toute ma vie. Avant que nous discutions du transfert de propriété, ai-je dit, gardant ma voix basse et stable, j'ai une question pour toi, papa. J'ai besoin que tu y répondes honnêtement, ici devant tout le monde.
Mon père a soupiré, l'air agacé par le retard. Qu'est-ce que c'est, Évandre? Ne rendons pas ça émotionnel. Jurez-vous, ai-je demandé, le regardant droit dans ses yeux bleu pâle. Que vous aimez Kevin et moi également? Jurez-vous que votre exigence pour ma maison est vraiment ce qu'il y a de mieux pour la famille et non parce que vous avez toujours favorisé Kevin par rapport à moi? Kevin a levé les yeux au ciel de façon dramatique. Oh, on y va avec le complexe de la victime encore une fois. Mon père a frappé la table de sa main. Je te l'ai dit 1000 fois, Évandre. Je n'ai pas de favoritisme. Je vous aime tous les deux également. Kevin a simplement besoin de plus de soutien en ce moment. Tout ce que j'ai fait pour lui et tout ce que je te demande de faire, c'est parce que nous sommes liés par le sang. Le sang est plus épais que l'eau. La famille, c'est tout. J'ai hoché la tête lentement. Le piège s'était refermé. Il venait d'invoquer le sang. Il venait d'invoquer la famille. C'est très intéressant, ai-je dit, me penchant et ouvrant le fermoir en laiton de ma mallette en cuir. Parce que j'ai récemment découvert des informations incroyablement fascinantes sur notre lignée. J'ai sorti la lourde enveloppe cartonnée de la mallette et l'ai placée carrément au centre de la table, juste au-dessus des plans de Léa. La pièce est devenue complètement immobile. L'énergie confiante et arrogante que ma famille avait apportée au restaurant s'est soudainement évaporée, remplacée par une confusion dense et suffocante. Mon père a fixé l'enveloppe vide. Kevin a froncé les sourcils, se penchant en avant. Ma mère, cependant, a semblé arrêter de respirer, son visage décoloré, devenant d'un pâle maladif et fantomatique. Qu'est-ce que c'est, a exigé mon père, sa voix perdant son tranchant autoritaire. Quel genre de coup monté tu nous fais, Évandre? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé avec le ton calme et mesuré d'un juge rendant un verdict final. Au cours des dernières semaines, ai-je dit, les regardant chacun à leur tour, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai été traité comme un fardeau toute ma vie, tandis que Kevin était traité comme un roi. Je pensais qu'il y avait quelque chose de fondamentalement faux chez moi. Mais ensuite, de vieilles rumeurs familiales sont parvenues à mes oreilles. Des rumeurs à propos d'un homme nommé Damien. Ma mère a poussé un petit halètement étouffé. Ses mains se sont envolées vers sa bouche, ses yeux grands ouverts d'une terreur absolue. Kevin a regardé alternativement moi et notre mère. Qui diable est Damien, a-t-il demandé, sa voix se brisant légèrement. Je l'ai ignoré, gardant mes yeux fixés sur mon père. J'ai engagé un détective privé. Je lui ai fait acquérir légalement et discrètement un échantillon d'ADN de la tasse de café de Kevin. J'ai fourni mon propre échantillon. Le laboratoire a accéléré les résultats. J'ai tendu la main et j'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti l'épaisse pile de documents de laboratoire, avec les sceaux officiels et les timbres de certification, et je les ai glissés sur la table vers mon père. Vous pouvez lire les marqueurs génétiques vous-même si vous voulez, ai-je dit froidement. Mais je vais vous faire gagner du temps. Le test confirme que Kevin et moi sommes demi-frères. Nous partageons la même mère. Mais Kevin n'est pas ton fils, papa. Il y a 0% de chance de correspondance paternelle. Kevin est le produit d'une liaison. Pendant peut-être 10 secondes, la salle à manger privée fut aussi silencieuse qu'une tombe. Personne ne bougeait. La révélation planait dans l'air comme une grenade dégoupillée. Puis l'explosion s'est produite. Kevin a arraché les papiers de la table. Ses yeux ont balayé frénétiquement le jargon scientifique, cherchant une faille, une erreur. Tout ce qui prouverait que je mentais. C'est un faux, a-t-il bégayé, ses mains tremblant si violemment que les papiers claquaient. C'est un document falsifié. Tu as imprimé ça pour ne pas me donner la maison. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Appelle le laboratoire. Le numéro de téléphone est en haut de l'en-tête. Donne-leur le numéro de référence. Ils le vérifieront tout de suite. Kevin s'est tourné vers notre mère. Son visage était tordu de panique. Maman, dis-lui qu'il ment. Dis-lui que papa est mon vrai père. Dis-lui. Ma mère a éclaté en sanglots violents et incontrôlables. Elle s'est recroquevillée sur la table, enfouissant son visage dans ses bras, secouée par le poids de 37 ans de mensonges qui s'effondraient sur elle d'un seul coup. Je suis tellement désolé, a-t-elle gémi, sa voix étouffée. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. Nous étions séparés. Je ne savais pas comment le lui dire. Léa avait l'air d'aller vomir.
Elle a repoussé sa chaise de la table, regardant Kevin comme s'il était un parfait étranger. J'ai tourné mon attention vers mon père. Je m'attendais à ce qu'il crie. Je m'attendais à ce qu'il renverse la table, à ce qu'il attaque ma mère, à ce qu'il s'effondre en larmes de trahison. Je m'attendais à la réaction d'un homme qui venait de découvrir que toute sa vie était un mensonge. Mais mon père n'a rien fait de tout cela. Au lieu de cela, il est resté parfaitement immobile, les yeux fixés sur les plans sur la table. Son visage était complètement illisible. Un masque froid et dur de pierre. « Tu n'es pas surpris ?» ai-je dit doucement, la réalisation me frappant comme un coup physique dans l'estomac. « Tu savais déjà. » Mon père a lentement levé la tête. Il m'a regardé et pour la première fois de ma vie, le masque est tombé, révélant l'homme épuisé, brisé et profondément peu sûr de lui en dessous. « Je le soupçonnais », a murmuré mon père, sa voix depuis le jour de sa naissance. Il ne me ressemblait en rien. Le moment de la grossesse était erroné. Je savais, au fond, j'ai toujours su. Kevin a laissé tomber les papiers. « Tu savais » a-t-il crié, sa voix craquant. « Tu savais que je n'étais pas ton fils ?» Mon père a fermé les yeux. J'ai essayé de l'ignorer. Je pensais que si je t'aimais assez, si je te donnais tout ce que tu voulais, cela effacerait le doute. Je pensais que je pouvais acheter la réalité que je voulais. Je pensais que si je te mettais au centre de mon univers, cela te rendrait mien. Je l'ai regardé, dégoûté par la nature purement pathétique de sa confession. Et pour maintenir cette illusion, ai-je dit, ma voix dégoulinante de venin. Tu m'as détruit. Tu m'as négligé. Tu m'as rabaissé. Et tu as essayé de voler ma maison pour la donner au fils de l'homme qui a couché avec ta femme. Tout ça pour protéger ton fragile ego. Mon père a ouvert les yeux, et un éclair de son ancienne colère est revenu. Ne me parle pas comme ça. Tu n'as aucune idée des sacrifices que j'ai faits pour garder cette famille unie. Des sacrifices ? J'ai ri sèchement. Tu m'as sacrifié. Tu m'as jeté au loup pour pouvoir faire semblant. Si vous avez regardé l'histoire jusqu'à ce moment précis et que vous ressentez la montée de ce coup de grâce ultime, faites-moi une faveur. Faites défiler vers le bas jusqu'au commentaire dès maintenant et tapez les mots « Je gagne » et laissez un emoji cœur. C'est le code secret pour tous ceux qui sont arrivés au climax de l'histoire. Je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire qui dit « Je gagne ». La dynamique dans la pièce s'est brisée en 1 million de morceaux irréparables. L'illusion de l'enfant chéri était morte. La façade de la famille parfaite était complètement incinérée. Kevin, réalisant que toute son identité, son droit et sa source de financement illimité venaient de s'évaporer, a transformé sa panique en une rage pure et inaltérée. Il s'est levé, pointant un doigt tremblant vers ma mère, qui pleurait toujours dans ses bras. « Tu as ruiné ma vie » a crié Kevin. « Tu m'as menti pendant 37 ans. Je ne sais même plus qui je suis. Qui est mon vrai père? Est-ce un bon à rien? Est-ce pour ça que je suis un échec ?» Léa, sentant la ruine financière absolue qui s'annonçait, a rapidement attrapé son sac à main. Elle n'a pas réconforté Kevin. Elle ne l'a pas touché. Elle l'a juste regardé avec un dégoût pur. « Je ne peux pas supporter ça », a-t-elle marmonné, courant pratiquement hors de la salle privée, abandonnant les plans d'architecture sur la table. Mon père s'est levé, son visage rouge d'un mélange de honte et de désespoir. « Kevin, écoute-moi » a-t-il plaidé, tendant la main. « Je t'ai élevé. Tu es mon fils à tous égards importants. Nous allons nous en sortir. » Mais Kevin a repoussé sa main. « Ne me touche pas. Tu savais. Tu savais. Et tu m'as juste laissé vivre un mensonge. Tu es pathétique. » Alors que Kevin sortait du restaurant, laissant mes parents assis dans les ruines de leur mariage, mon père a soudainement tourné son désespoir vers moi. L'arrogance avait complètement disparu. Il avait l'air vieux, fragile et terrifié. « Évandre » a dit mon père, sa voix tremblante. « S'il te plaît, tu dois comprendre. Je me noie. » J'ai fait une pause à mi-chemin de ma chaise. « De quoi parlez-vous » Mon père s'est effondré sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Il a avoué la dernière et la plus laide des vérités. La demande de ma maison n'était jamais seulement pour offrir à Kevin un bel endroit pour élever un bébé. Il s'agissait de sauver mon père d'une ruine financière totale. Au fil des ans, mon père n'avait pas seulement dépensé ses économies pour renflouer Kevin.
Il avait secrètement contracté une énorme deuxième hypothèque sur sa propre maison pour financer la dernière entreprise de conseil ratée de Kevin. Lorsque cette entreprise a fait faillite, mon père n'a pas pu effectuer les paiements. La banque menaçait de saisir. Le plan de mon père était de me forcer à donner ma maison à Kevin afin que, lorsque la banque saisirait inévitablement la maison de mes parents puissent emménager dans le manoir de 5 chambres avec Kevin et Léa. Ils voulaient utiliser le travail de ma vie comme une maison de retraite gratuite pour échapper aux conséquences de leur propre stupidité financière. Je ne te demandais pas seulement ta maison pour ton frère, a admis mon père, des larmes coulant finalement sur ses cils. Je la demandais pour me sauver. Je n'ai plus rien. Et vendre, je suis en faillite. La banque va prendre notre maison le mois prochain. Tu es le seul à avoir des biens. Tu es le seul qui puisse sauver cette famille. J'ai regardé l'homme qui s'était moqué de moi quand j'avais demandé un prêt de 500 € pour des outils. J'ai regardé l'homme qui avait essayé de saboter mon entreprise avec l'inspecteur municipal ce matin-là. Je me suis levé lentement. J'ai tendu la main et j'ai boutonné méthodiquement le bouton du haut de ma veste de costume anthracite. C'était une démonstration de contrôle délibéré et calculé. Le pouvoir avait complètement changé. Je n'étais plus le fils invisible mendiant des miettes d'approbation. J'étais la seule personne dans la pièce qui avait construit une fondation de roches solides, tandis qu'ils avaient construit leur vie sur le sable et les mensonges. Votre dette n'est pas mon problème, ai-je dit, ma voix résonnant froidement dans la pièce silencieuse. Vous avez misé tout votre avenir sur un fantasme, et vous avez perdu. La maison que j'ai construite de mes propres mains est la mienne. Mon argent est le mien. Ma vie est la mienne. J'ai pris ma mallette en cuir. Ma mère m'a regardé, le visage strié de mascara. S'il te plaît, où irons-nous, a-t-elle murmuré. Je suggère que vous demandiez à Kevin, ai-je répondu. Puisqu'il est l'enfant chéri, je suis sûr qu'il sera plus qu'heureux de vous laisser vous écraser dans son appartement de 2 chambres. Je me suis dirigé vers la lourde porte en chêne. Avant de sortir, je me suis retourné une dernière fois. Oh, et au fait, ai-je dit, désignant la table. Je ne paie pas pour ce dîner. Vous avez commandé le vin millésimé. Vous pouvez payer la note. Je suis sorti du grand grill parisien, j'ai fait un pas dans l'air frais de la nuit et j'ai pris la respiration la plus profonde et la plus pure de toute ma vie. 1 an s'est écoulé depuis cette nuit dans la salle à manger privée. Les retombées ont été exactement aussi catastrophiques que l'on pouvait s'y attendre lorsque les fondations de mensonges de toute une famille sont soudainement arrachées. Mes parents ont perdu leur maison à la banque 3 semaines après le dîner. Sans mon aide financière, ils ont été contraints de déclarer faillite. Ils vivent actuellement dans un petit complexe d'appartements pour seniors à faible revenu, exigu, en périphérie de la ville. Leur mariage, d'une manière ou d'une autre, a survécu. Quant à moi, m'éloigner de cet environnement toxique a été la meilleure décision professionnelle et personnelle que j'ai jamais prise. L'énergie mentale que je gaspillais autrefois à essayer de gagner l'approbation impossible de mon père a été soudainement libérée. J'ai investi cette énergie dans mon entreprise. Ronan et moi avons étendu nos opérations, acheté un entrepôt plus grand et décroché 2 contrats commerciaux massifs pour équiper des hôtels de luxe en centre-ville. Mon compte bancaire n'a jamais été aussi bien garni, mais surtout, mon esprit n'a jamais été aussi clair. Je vis toujours dans ma coloniale à 5 chambres. Les pièces ne sont plus vides. J'ai transformé le garage en un immense atelier à domicile ultramoderne où je construis des meubles juste pour le plaisir. J'ai transformé les chambres d'amis en espaces pour les personnes qui comptent vraiment. Chaque week-end, j'organise des barbecues et des dîners pour Ronan, mon équipe, Lyra et les amis qui m'ont soutenu lorsque mes parents de sang ont essayé de me déchirer. Nous rions, nous buvons de la bonne bière et nous remplissons la maison d'une chaleur authentique. La famille que j'ai choisie est infiniment meilleure que la famille dans laquelle je suis né. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire à travers tout cela. La société nous conditionne à croire que la famille est un lien incassable. Que le sang exige une loyauté, un pardon et un sacrifice sans fin. Mais c'est un mensonge utilisé par les personnes toxiques pour maintenir leurs victimes piégées. Le respect se gagne. L'amour se démontre. Et personne, absolument personne, n'a le droit d'exiger les fruits de votre travail simplement parce qu'il partage une branche de votre arbre généalogique. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'allumer une allumette, de brûler le pont et de vous éloigner à la lumière des flammes.